Merci de nous rester fidèles. C'est l'émission Toute la vérité qui parle ce dimanche de sport, quoi de plus normal à 4 mois du mondial de football et puis l'actualité sportive, surtout côté football avec cette fédération sénégalaise, cette Ligue 1 qui pose un grand débat dans ce Sénégal. Pour en parler, nous recevons le patron de Diapo-SA, Djamil Faye. Bonjour. Bonsoir, M. Sida. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau de Toute la vérité. Djamil Faye, un natif de Pikine. Djamil Faye, un natif de Pikine. Vous êtes de 64. 54 ans révolus, conseiller des comités d'organisation olympique déjà à Sydney. C'était en quelle année? 2000. 2000, Sydney. Athènes 2004, Beijing 2008. Singapour pour les Jeux de la jeunesse, Nanjing aussi pour les Jeux de la jeunesse, quelques Jeux asiatiques, Jeux africains, entre autres. Vous connaissez le parcours olympique? Un peu. Oui. Conseiller de ville candidate également, hein, comme New York. New York, c'était en 2012. 2012, New York, Sochi, Tokyo et récemment Paris 2024. Voilà. Paris 2024. Ouais, exactement. Ok. Oui, pas de ville africaine parmi ces villes candidates. Bon, j'ai déjà fait j'ai coordonné la candidature du Nigeria pour les Jeux du Commonwealth en 2014. Bon, malheureusement, ils ont été en finale, ils ont été battus par l'Écosse. Bon, c'est la seule candidature, en tout cas pour le moment africaine, à laquelle j'ai eu à m'impliquer. Bon, maintenant que les Jeux Olympiques de la jeunesse vont venir en Afrique en 2022, espérons bien que, de toute façon, ce sera le tour de l'Afrique, c'est clair. Le Sénégal se positionne, d'autres pays se positionnent aussi. On verra bien, ça va être un bon challenge pour les pays africains, en tout cas, 2022. 2022. Voilà. Le Sénégal est mal parti, hein? Bon, pour le moment, quand même, le Sénégal est le seul pays qui s'est déclaré, en tout cas, qui a déclaré son intérêt. Vous savez, tant que le cahier des charges, il y a déjà une volonté du CIO de venir en Afrique. C'est vrai que le Sénégal aujourd'hui n'a pas une expérience en termes d'accueil des grands événements. Il lui manque aussi des infrastructures. Mais après, ça dépendra de la volonté de l'État, de l'orientation, de la vision qu'on va mettre. Parce qu'accueillir les Jeux ici, ça voudra dire qu'à la fin, il faudrait aussi que ça profite en tout cas à la communauté sénégalaise dans sa globalité. 2022. Oui, 2022. Le Sénégal se positionne. Djamil Faye, c'est également la marque J-Sport, oui, qui habille 13 comités olympiques en Afrique. Oui, on a habillé au fait 13 comités olympiques à nos débuts à Londres 2012, où on a été quand même avec ces 13 pays, le premier en termes de nombre de pays, devant des grandes marques comme Adidas ou Nike. Sur les Jeux de Nanjing en 2014, on a fait quand même 18 pays, toujours resté numéro 1 en Afrique. Et dernièrement, à Rio 2016, on a fait 14 pays. Donc voilà, une marque quand même qui, malgré ses petits moyens, a réussi à se hisser sur le toit de l'olympisme. Voilà, J-Sport, voilà. Oui, il s'agit de pays qui n'attirent pas les grandes marques aussi, hein? Bon, des pays qui n'attirent pas de grandes marques, J-Sport a quand même habillé des champions olympiques, hein, et des vice-champions olympiques. Des Ivoiriens, des Burkinabés, voilà, des Maliens. On a habillé quand même le champion olympique gabonais, qui est la première médaille olympique gabonaise quand même. Nous avons habillé le champion olympique du Niger, en taekwondo. Quand même, je pense que nous avons habillé des pays comme le Rwanda, qui est habillé aujourd'hui par une autre marque. Donc ça veut dire que cette concurrence-là, elle tourne. C'est quand même une prouesse d'habiller une quinzaine de pays aux Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'une marque africaine fait quand même cette prouesse-là. Et la conception se fait ici? On fait toute la conception ici, avec l'équipe que vous venez de voir tout à l'heure. Pour le moment, on n'a pas encore la capacité de produire, en tout cas au Sénégal, parce qu'on avait demandé des facilités. Malheureusement, ça ne nous a pas été accordé. On a aujourd'hui une offre de la Guinée-Bissau pour pouvoir s'installer là-bas et produire sur place avec une exonération totale pendant 10 ans, ce que le Sénégal ne nous offre pas. Donc on est en train de réfléchir là-dessus pour voir. Et puis bon, je ne sais pas trop... Ce sont des emplois quand même.
Pourquoi délocaliser ça? Ben, écoutez, moi aujourd'hui, ce que je cherche, c'est de créer des emplois, c'est de vendre aussi une certaine notoriété parce que nos produits sont quand même de très très bonne qualité. Et vous acceptez de payer les taxes voilà, qui on vont accepte. avec? Et, au fait, aujourd'hui, pourquoi je paierais des taxes au Sénégal si ailleurs on me propose de ne pas payer de taxes? Donc je pense que si aujourd'hui nous avons un accompagnement de l'État sénégalais, par patriotisme économique, nous pouvons créer des emplois, et beaucoup d'emplois, et renforcer aussi la notoriété du Sénégal. Ce que les Chinois font, parce qu'au fait, quand vous regardez toutes les marques comme Li-Ning, Peak ou autres, ils ont un accompagnement énorme du gouvernement chinois qui leur permet au fait de pénétrer de nouveaux marchés. Donc, avec G-Sport, vous êtes prêt à délocaliser votre usine en Guinée-Bissau? Oui, pourquoi pas. Avec ce qui m'arrive aujourd'hui avec Guédiawaye Football Club, quand vous mettez des millions pendant 6 ans et quand vous vous effacez comme ça, je me dis peut-être qu'avec G-Sport, un jour, quelqu'un se réveillera et m'effacera d'un revers de main. Donc aujourd'hui, je pense que je suis une personne différente. Je ne suis plus la personne qui était revenue au Sénégal en 2005 avec une volonté de vraiment contribuer au développement du pays par le travail, par l'innovation et autres. Voilà, je suis un peu déçu aujourd'hui de voir que dans un pays qui se veut émergent, on ne protège pas les investisseurs, de surcroît les investisseurs sénégalais. Donc ça m'amène à réfléchir et je suis en pleine réflexion pour voir quelle suite à donner. La première action, c'est que nous avons fermé notre boutique qui était sur la VDN et notre but, c'était au-delà de cette boutique, commencer à ouvrir d'autres boutiques. Et on est en train de revoir notre stratégie. Peut-être qu'on deviendra une marque événementielle parce qu'on a un réseau qui nous permet de vendre. J'ai été quand même directeur Afrique, oui, et aussi Amérique pour les Jeux. Donc j'ai aussi un réseau sur le continent américain que j'avais commencé à exploiter. Et je pense que notre objectif, si tout marchait bien, c'était de faire une trentaine de pays, Afrique et hors Afrique, aux Jeux de Tokyo. Et voilà, vous êtes sénégalais, bon teint, votre nom c'est Faye, votre prénom c'est Jamil. Oui, vous êtes natif de Pikine. C'est quoi? Pourquoi ce manque de confiance en votre pays? Non, écoutez, moi j'ai la possibilité aujourd'hui d'aller à l'ambassade de France et de demander un passeport français. Parce que par mariage, je peux le demander. Je suis marié depuis 22 ans, en plus, je n'ai jamais demandé à avoir un passeport autre qu'un passeport sénégalais. Quand j'étais au Cambodge, où j'ai, après la guerre, remis, en tout cas sur scène, le sport dans le pays, on m'a proposé aussi d'avoir un passeport, je ne l'ai pas pris. Quand j'étais en Australie, il y a des amis comme Moustapha Barry et autres qui peuvent en témoigner. Et quand je suis parti, ils sont venus me dire, pour te remercier des services rendus à l'Australie, voilà, on veut te donner les papiers. Je leur ai dit, donnez-les à quelqu'un d'autre, moi je suis sénégalais. Et je voyage avec ce passeport-là, qui d'ailleurs, c'est pas facile d'être consultant international. Donc en parlant de Jamil Faye, on peut parler de patriotisme économique. Mais énorme, parce que sinon je serais ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, au Sénégal, j'ai quand même 4 entreprises. Et tout mon argent, pratiquement toutes les recettes que je fais, à part les recettes de Guédiawaye Football Club sur la billetterie, toutes les recettes que je fais viennent de l'étranger. Donc il était plus simple pour moi de vivre à l'étranger que de vivre au Sénégal. La France et l'Australie. Oui, la France, faire ses études en France, c'est classique pour un Sénégalais, mais l'Australie, ça ne court pas les rues. L'Australie, au fait, c'est le hasard. C'est le hasard tout simplement parce que à un moment donné, je voulais faire un MBA au Canada, en management, tout court, parce que c'est vrai que j'ai toujours été dans le sport, mais je ne voyais pas au fait faire carrière dans le sport. Et c'est quand j'étais avec le Cambodge, au fait, que j'étais au JO et il y a eu une présentation de la Fédération internationale de lutte. Il y a un Australien qui est venu faire une présentation, une très belle présentation. Je suis allé le féliciter à la fin en lui disant, mais c'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de monter comme projet. Donc il m'a demandé, parce que le code du Cambodge, c'était CAM. Il me dit, ben, vous êtes du Cameroun, super bon pays, pays de football. Je dis, non, je ne suis pas du Cameroun, je suis du Sénégal, mais je suis avec le Cambodge. Et le gars, étonné, il me dit, mais dites-moi plus un peu. Donc j'ai un peu expliqué. Il m'a remis sa carte de visite en me disant, ben, peut-être que j'aurais besoin de vous en Australie, mais je n'ai pas de garantie. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Australie, au fait.
Donc j'en ai profité pour faire un MBA en management du sport et pour intégrer aussi le comité d'organisation des Jeux. Et c'est un peu le début de ma carrière dans l'olympisme, hein, malgré le vrai début, en fait, c'est des Cambodge où j'ai commencé avec le comité olympique et la fédération de football. Mais c'est là où, sincèrement, je ne sais pas, hein, par coup de chance énorme, de rencontres, je me suis retrouvé au milieu vraiment de l'olympisme comme directeur Afrique et voilà, après j'ai pu lâcher quoi. Vous avez pu travailler avec des Cambodgiens, avec des Australiens, des Français, des Africains, mais vous avez du mal à travailler avec des Sénégalais. C'est pas bizarre? C'est amusant, je ne sais pas. Vous savez, comme je dis, moi je ne peux pas être un Sénégalais comme les autres. Quand vous avez vécu et travaillé en Chine, en Australie, en Grèce, aux États-Unis, et en tout cas sur les 5 continents, vous apprenez forcément des autres. Moi, j'ai appris la rigueur chez les autres. J'ai appris aussi l'honnêteté dans le travail. Je vous disais tout à l'heure, avant le début de cette émission, qu'il y a quelqu'un qui m'a énormément marqué et qui m'a beaucoup appris. C'était mon directeur à Sydney. Parce que moi, j'ai un caractère comme ça. Je suis quelqu'un, quand je pense quelque chose, je le dis. Et en réunion, souvent, quand ils montaient des projets, j'étais pratiquement le seul. Et c'est pas forcément méchant? Non, c'est pas méchant. C'est comme ça. J'ai toujours dit, Gianfranco, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et tous les gens étaient étonnés en me disant, mais attends, c'est le directeur. J'ai dit, non, mais c'est le directeur, mais on travaille ensemble pour un projet. Et moi, je ne vais pas attendre que le projet est cool pour lui dire. Mais toujours correct. Hein. Et ce gars, à la fin des Jeux, on était 5000 employés quand même à Sydney. Il vient se mettre à côté de moi, c'est une réception, il me dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais après? Je lui dis, écoute, moi j'ai envie de rentrer au Sénégal, d'aller partager mes connaissances. Voilà, les jeux, c'est bon, j'ai fait un jeu, ça me suffit. Il me dit, ben, moi je vais à Athènes, je vais faire les Jeux d'Athènes 2004, donc on me confie des jeux. Je vais partir avec 3 personnes au départ pour monter le projet, et puis après je verrai. Et je te vois bien parmi les 3. Il vous le met sur sa liste? Sur sa liste. Je regarde, je dis, Gianfranco, tu t'es trompé, tu parles à Djamil Faye là. Il me dit, oui, je sais. Je dis, mais moi, je suis toujours en train de critiquer tes décisions, Il me dit, mais... Il me dit, tu es un con, excusez-moi l'expression, mais tu me fais avancer. Et donc voilà, j'ai besoin de quelqu'un comme toi à côté. Et ça, c'est l'intelligence. Et cette ouverture d'esprit, ce paradigme, cette manière de voir les choses, en se disant que celui qui vous contredit ne vous lèse pas forcément, mais il vous renforce. Ça, vous ne le voyez pas du côté du Sénégal et des Sénégalais? Et écoutez, il y a quand même des Sénégalais qui aiment la contradiction. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il fallait savoir argumenter. Moi, j'ai grandi au fin fond des Djambars, qui étaient les Djambars de Pikine, qui sont devenus les Djambars de Guédiawaye aujourd'hui, parce qu'il y a une mutation. Voilà, là où j'ai grandi, c'était Pikine, c'est devenu Guédiawaye. J'ai fait toute ma scolarité à Guédiawaye. Et là-bas, tout petit, on m'a appris à développer la contradiction. Et d'ailleurs, vous êtes surpris, quand je jouais au foot, en cadet, on était en finale, on a été disqualifié parce que les dirigeants avaient fraudé. Et ma première réaction, c'était de dire, j'arrête de jouer et moi, je m'occupe des licences pour que mes copains ne perdent plus comme ça injustement. À 17 ans, 16-17 ans, je suis devenu secrétaire général adjoint de l'un des clubs les plus forts de l'époque, où il y avait quand même des universitaires, des gens qui travaillaient dans les ministères. Donc, j'ai appris à me battre. Et moi, je suis né dans une maison en baraque. Ma première fille est née à Bangkok, une semaine après, elle était dans l'avion. Donc, je leur ai appris aussi à se battre autrement. Moi, quand vous êtes né dans une maison en baraque, que le soir, vous ne savez pas si vous allez dîner ou pas, mais quand vous regardez d'où vous venez, vous n'avez pas envie d'y retourner. Et il vous faut beaucoup de force. Ça donne du caractère. Exactement. Oui, et être manager des organisations sportives, c'est résoudre des problématiques d'ordre stratégique. Également, ça donne pas mal d'outils pour également faire face de manière beaucoup plus intelligente, être flexible. Est-ce que vous ne manquez pas de cette flexibilité? Mais au fait, ça c'est le jugement des gens, je pense. Hein. Moi, je ne peux pas me définir, mais je me connais quand même. Vous savez, la flexibilité,
Elle se mesure à quoi? Aujourd'hui, moi je vous dis, par exemple, quand j'étais sur les Jeux d'Athènes, j'ai géré un projet de 20 millions de dollars qui étaient des subventions allouées aux 5 continents, pas seulement à l'Afrique, aux 5 continents. Et là, vous avez en face l'Allemagne, les États-Unis, le Burundi, le Guatemala. Chacun veut plus. Si vous n'avez pas de flexibilité, déjà, on ne vous confie pas un budget de 20 millions de dollars à gérer. Et quand j'ai rendu ce projet-là, il n'y a pas eu un seul pays qui est venu râler. Ça, si ce n'est pas de la flexibilité, et je ne sais pas, que serait la flexibilité? Vous savez, c'est marrant parce qu'ici, on gère des conflits, on me voit comme quelqu'un de conflictuel, mais il faudrait peut-être que vous ayez l'occasion de venir me suivre. Je suis consultant pour l'Association des comités olympiques d'Afrique sur les Jeux qui vont se dérouler en Algérie cette année, dont je suis le coordinateur technique. On était en Algérie il y a un mois, une réunion très chaude où il y avait l'Association des comités olympiques d'Afrique, les fédérations internationales, le comité local, une guerre. Et qui se met au milieu pour amener tout le monde dans une pièce pour régler les problèmes? C'est bien moi. Et ça, il y a des gens qui peuvent en témoigner. Et je pense qu'il y a certaines personnes au monde qui vont être même surpris de voir que Djamil Faye est dans les conflits au Sénégal. Ils ne pourraient même pas le croire. Oui, la question tombe oui, sous le sens. Pourquoi ce Djamil Faye, fort de cette expérience, échoue à Guédiawaye Football Club? Non, je n'ai pas échoué à Guédiawaye Football Club. C'est la fédération, les autorités du football qui veulent que je ne réussisse pas à Guédiawaye. Et au fait, moi j'ai déjà réussi à Guédiawaye. Ce club, il est né en 93, il n'a jamais rien gagné. C'est avec moi que ce club a gagné une Coupe de la Ligue. C'est avec moi que ce club a fini pour une première fois 5e de ce championnat et a fini l'année dernière 2e de ce championnat. C'est avec moi que ce club a placé ses juniors U19 en finale. C'est avec moi qu'on a un stade. Il n'y a pas, même Augustin Senghor ou Sayer Seck ou quelqu'un d'autre vous dira qu'on a la meilleure organisation dans ce pays. Le président de la Ligue, Sayer Seck lui-même, dans une conférence FIFA CIS ici à Dakar, a dit devant tout le monde, il a donné un exemple, l'organisation de Guédiawaye, en disant, même quand il était allé en Espagne, qu'il regardait tout le monde qui portait des maillots de Barcelone et Real, il a vu 2 jeunes porter des maillots des clubs sénégalais. Un portait un maillot de Guédiawaye et un portait un maillot de Niary Tally. Ça montre que ce club-là, aujourd'hui, a une dimension énorme et qui fait certainement peur à certains dirigeants qui sont dans l'opacité. Et c'est nous, cette opacité-là, que Djamil Faye combat. Et c'est pour ça que certains me combattent, parce qu'ils ne veulent pas se débarrasser de cette opacité. C'est très simple. De là à savoir de ce travail, léser tous ces jeunes, toute une ville. Alors, l'accusation est grosse. Hein? Alors, l'accusation, elle vient de qui et elle porte sur qui? Je pense que jusqu'à présent, personne aujourd'hui n'accuse Djamil Faye de léser ces jeunes. Parce que les jeunes qui sont sous contrat avec moi, c'est quand même historique ce qu'ils ont fait. Ils ont refusé de s'engager avec d'autres clubs. Ils m'ont dit, on vous fait confiance, allez vous battre et nous on attend. Ils ne sont pas lésés, ils sont payés. Ils sont payés jusqu'à présent. Ils sont payés jusqu'à présent. Les joueurs de Guédiawaye Football Club qui ont un contrat avec Diapo et ça, ouais. Ils perçoivent leur salaire. Ils perçoivent leur salaire. Et vous pouvez aller interroger n'importe quel joueur. On n'a pas diminué un franc là-dessus. Et même aujourd'hui, je vais vous faire je vais vous donner le scoop. Parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus. Aujourd'hui, nous allons aller au TAS. Nous savons que le TAS, leur agenda, personne ne le maîtrise. Ils peuvent rendre une décision dans 15 jours, comme ils peuvent la rendre dans 5 mois. Et tout de suite, j'avais dit aux joueurs depuis le début, il arrivera un moment où le combat, je vais le porter tout seul et vous, je vais penser à votre carrière. Aujourd'hui, ces joueurs, je suis en train de les placer dans des clubs pour qu'ils puissent jouer en attendant la décision du TAS. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est des gens qui ont démontré une loyauté extraordinaire et c'est important pour moi. Et je vous assure que sur les 25 jours ou 28 jours qu'on a, s'il y en a 4 ou 5 qui ne trouvent pas de club ou plus, je les garderai parce qu'ils ont un contrat que je ne peux pas rompre sans leur accord. Et jamais je le romprai sans leur accord. Et ça, je vous donne la garantie ici, devant, et je prends tous les Sénégalais à témoin. Et c'est ça qu'on fait pour les jeunes aujourd'hui.
on pense à leur avenir. Et présentement, Guédiawaye Football Club de l'autre camp joue avec quel joueur? Alors, il faut bien différencier les choses. Guédiawaye Football Club, c'est nous. Les autres s'appellent GFC Pro. Ils jouent avec des joueurs que je ne connais pas. Et vous savez, ce que j'ai dit depuis le début, et mes déclarations sont là. J'ai dit depuis le début, la meilleure chose à faire par la fédération, c'est qu'il y avait une équipe performante. Des joueurs qui étaient sous contrat, des contrats signés par le club, validés par la fédération et la ligue. La meilleure décision aurait été de dire, vous, jeunes footballeurs, le conflit, vous êtes victime de ce conflit-là. Vous avez été deuxième de ce championnat, on va vous sauvegarder, préserver vos intérêts, vous allez jouer dans le championnat. Et les dirigeants là, qui sont en train de se chamailler, on va les attraper, on va les mettre dans un coin. En attendant que vous jouez, on va mettre un administrateur là-bas et on va régler le problème des dirigeants. Ça aurait été la meilleure décision. Il n'y aurait pas eu de rupture, le club serait performant et on prendrait le temps qu'il faudrait pour régler ce problème. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Djamil Faye de Diapo-SA sur ce plateau de Toute la Vérité. Dans la seconde phase, nous allons parler de cette capacité exigée à tout professionnel du milieu sport, surtout les managers comme vous, cette capacité à s'adapter au contexte et à bien lire les textes, parce qu'il s'agit d'une question de texte entre vous et la Fédération sénégalaise de football. Djamil Faye, donc sur le plan judiciaire, maintenant c'est le tribunal arbitral du sport, le TAS. Ça s'impose. Oui, on n'a plus le choix. Vous savez. C'est regrettable, non? Oui, c'est regrettable. C'est regrettable à plusieurs égards. D'abord parce que au départ, la fédération n'avait pas à rendre de décision parce qu'on avait saisi des instances juridictionnelles qui sont autonomes et ils ont voulu anticiper et prendre une décision. On l'a accepté, on a continué le combat. Les fédéraux. Les fédéraux. On a accepté et on a fait en tout cas appel aux instances juridictionnelles qui dans un premier temps ont semblé nous donner raison en demandant à l'équipe de GFC Pro de ne plus jouer et dans une décision finale en disant le droit, ils nous ont donné tort, ils nous ont donné raison aux autres. Et d'ailleurs, j'ai un ami avocat qui est en Espagne, quand je lui ai envoyé la décision, il m'a dit félicitations. Je lui ai dit mais ça ne va pas, j'ai perdu. Il me dit non, tu n'as pas perdu parce que dans la décision, il n'y a rien contre toi. Ils disent que les autres ont fait une rupture abusive, ils disent ça, donc on ne te critique pas. La seule chose qu'on te dit, c'est que toi, tu as abandonné ton droit. Mais tu m'as dit que tu ne l'as pas abandonné, donc tu n'as pas de problème. Djamil Faye n'a pas abandonné. Jamais. Vous savez, je vous renvoie à la conférence de presse de la commission de la Chambre nationale de résolution des litiges qu'ils ont fait le vendredi 16 février. Dans cette conférence de presse, le président a ses membres à côté et il dit qu'il confirmait que Djamil Faye avait abandonné ses droits. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'on avait donné un PV dans lequel on réclamait 700 millions si on devait nous mettre d'or. Donc, si je devais renoncer à mes droits, au moins on devrait me demander de signer un PV. Dans la mesure où il y a un article 20 ou 21 de l'arrêt de la CNRL, des règlements de la CNRL, qui dit que quand il y a audition, il y a forcément un PV qui est signé par le président, le secrétaire de séance et les deux parties. Il n'y a jamais eu de PV. La troisième chose, un des membres de cette chambre, qui s'appelle Paulin Badji, qui est le représentant des clubs, quand le président a dit j'ai abandonné mes droits et il a demandé à son vice-président qui confirme, il a demandé à Lamine Boub qui confirme, on vient vers lui et c'est sur le net, il dit oui je confirme et il dit derrière tout ce que Djamil Faye a demandé c'est que la Chambre fasse respecter le protocole, que la Chambre amène les deux parties à respecter leurs engagements. Il a tout dit et c'est ce que j'ai dit à la Chambre. Vous réclamez 700 millions de dédommagement. Je ne parle pas de dédommagement. Et c'est là où, en fait, on a voulu m'amener dans un langage de dédommagement. On est dans le football professionnel. On a parlé de ticket d'entrée. On a dit, celui qui veut reprendre le club, il doit payer un ticket d'entrée. Parce que pendant 6 ans, nous avons mis de l'argent, nous avons des comptes certifiés par un expert comptable et nous avons aussi ajouté un montant
qui représentait la notoriété du club. Qui connaît Guédiawaye aujourd'hui sait que le club n'a plus la même notoriété. Et à l'époque, en 2013 ou 2014, vous aviez racheté le club. En fait, on n'a pas racheté le club. On a repris le club sur la base d'une convention. Et sur la base de cette convention-là, on a dit qu'on reprenait l'ensemble du club et que notre engagement, en fait, c'était une obligation de moyens. Une convention. Une convention. Parce que dans raison les textes, pour laquelle l'autre camp parle de Diapo SA comme employé, prestataire en tout cas. En fait, dans les règlements du football professionnel, il est dit que pour jouer dans le football professionnel, l'association ne peut pas jouer dans le football professionnel. Elle est obligée d'avoir une société. Et c'est là où le débat, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va au TAS, donc je ne vais pas donner mes arguments tout de suite. Mais il est dit qu'il faut avoir une convention. Et nous avons signé une convention qui nous lie à l'association pour gérer le football professionnel. Donc, quand les gens disent que... Signer une convention avec l'association Guédiawaye Football Club. Il y a une Guédiawaye association. Football Club. Ouais, il y a une association. Guédiawaye Pro. Ouais. Oui. Non. Guédiawaye Pro, ça existe maintenant depuis quelques mois. Mais c'est une association GFC qui est l'association qui a le récépissé. C'est-à-dire c'est eux qui ont créé le club. Mais quand c'était amateur, c'est eux qui engageaient le club. Et comme tout contrat, il y a une durée, non? Il y a une durée. Oui. Alors, il y a une durée de 6 ans. 6 ans. Il y a un article dans le contrat. Et c'est là où le président de la Chambre disait que le contrat était mal ficelé parce qu'il n'y avait pas de préavis. Pourquoi il n'y avait pas de préavis? Parce que dans le contrat, non seulement il y a une clause de reconduction tacite, si tous les engagements étaient respectés. Tacite. Tacite, si tous les engagements étaient respectés. C'est écrit. C'est écrit, noir sur blanc. Derrière, il y a un article 4.8 qui dit expressément, si avant terme ou au terme du contrat, Diapo souhaite se retirer, l'association lui reconnaît le droit de négocier avec un repreneur qui voudrait continuer la suite du projet. Ce repreneur pouvant être l'association ou quelqu'un d'autre qui dit « moi le projet m'intéresse, je veux continuer ». Et là on discute. Il nous reconnaissait le droit. Et d'ailleurs il a essayé de contester ça lors de l'audition et le vice-président de la Chambre lui a dit « mais attention ». Il a dit « je n'ai pas le droit de donner le droit, je reconnais le droit ». Le gars il dit « mais dès l'instant où vous reconnaissez le droit, vous l'avez donné. Vous me reconnaissez le droit d'aller marcher. Pourquoi vous m'empêchez de marcher ?» Donc, nous, le 3 août, on a fait une lettre à l'association en disant aujourd'hui, puisque on ne peut pas travailler ensemble, qu'il y a trop de bruit, nous, on préfère qu'on vienne discuter selon les termes du contrat pour voir la suite à donner à cette Appliquer les textes de la convention. Exactement. Donc, même aujourd'hui, quand la Chambre parle de rupture abusive, au fait, il se trompe parce que la rupture, elle n'avait plus de sens. Parce que nous, on nous a dit avant terme ou au terme, vous pouvez vous retirer. En août, c'est 4 mois avant terme. Donc, dès l'instant où on a enclenché la procédure, personne ne peut changer l'ordre des choses. Et ça, on va entendre le TAS dire le droit et on verra ce que le TAS dira. Donc, à partir de ce moment-là, mais personne ne peut prendre. Moi, je ne m'accroche pas à ce club. Aujourd'hui, si je ne suis plus dans le football, sincèrement, je serai tranquille. Et là, j'ai des projets que j'avais laissés en tout cas sous terre. Et je suis en train, parce que je sais que je vais respirer pendant 3 mois, je n'aurai pas de salaire, gros salaire, parce que je vais placer mes joueurs et je vais pouvoir réaliser certaines choses. Et sincèrement, n'eût été l'exigence, l'engagement des supporters, et c'est vraiment le lieu de les remercier, qui se sont mis tous derrière en me disant « vous ne pouvez pas partir ». Je pense que les supporters, vous nous avez parlé des joueurs, vous nous parlez là des supporters. Oui, beaucoup disent que c'est une question de fierté, d'ego simplement. Non, sincèrement, ce n'est pas une question d'ego. Moi, je n'ai pas besoin du football. Pour vivre, je n'ai pas besoin du football. Mais comme tout compétiteur, vous refusez une défaite, vous refusez de vous plier devant Thialis Faye et consorts. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas, le nom de la personne que vous venez de citer. Je ne le connais pas. Moi, je connais Ablaye Sall. C'est lui qui est signataire. La personne dont vous venez de citer a dit beaucoup de choses sur moi en me citant nommément. On ne se connaît pas. Moi, je n'ai pas de problème avec lui.
Moi, mon problème, il est avec l'association, celui qui a signé un engagement, à qui je demande de respecter un engagement. Et je ne vois pas pourquoi cette personne continue à m'attaquer dans les médias. Je ne vais pas lui répondre parce que je n'ai pas ce temps-là. Oui, mais vous avez peut-être un contentieux avec... Avec l'association. L'association. Avec l'association. Moi, mon interlocuteur, c'est M. Ablaye Sall, avec qui j'ai signé. Il a engagé son association, j'ai engagé ma société. C'est celui-là mon interlocuteur. Et à celui-là, je demande une chose, c'est de respecter son engagement. C'est quelqu'un qui était à la Mecque. Vous savez, ça représente beaucoup de choses d'aller à la Mecque. Et quand vous revenez, vous êtes à l'Adi, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas dire des contre-vérités. Et je demande tout simplement de respecter. Et quand la Ligue Pro et CRSEC, Augustin Senghor disent que voilà, ils ne reconnaissent pas Diapo SA, ils ne connaissent même pas Diapo SA sur les textes, ils disent la vérité? Moi, je suis là. Avant de commencer l'émission, je pense que vous devez pouvoir témoigner. Je vous ai montré un document qui date de 2013. C'est ce qu'ils ont dit, ce sont de grands garçons. Mais moi, je dis, je vous ai montré, si je suis en train de mentir, vous me corrigez. Je vous ai montré un document qui date de 2013, qui montre que la Fédération sénégalaise de football est bel et bien au courant de ce protocole, de la création de la société Guédiawaye FC SA. Donc, Augustin Senghor, c'est un avocat, et je suis choqué. En tout cas, moi, si j'ai un problème civil, ce n'est pas lui qui va me défendre. Parce qu'il ne dit pas la vérité dans ce cas. Et vous-même, vous l'avez vu. Et ça, mais tous les Sénégalais le verront un jour ou l'autre, que c'est une cabale. C'est seulement une cabale. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Mais je ne sais même pas ce qu'il me reproche. Parce que, vous savez, je cherche et je ne trouve pas. Je pense que ce qu'il me reproche, en fait, moi, je combats l'économie souterraine du football. L'économie souterraine. Il y a une économie souterraine. Vous en avez de gros mots. Hein? Mais justement, je le dis devant les caméras. Et les gens peuvent me faire une citation directe devant le juge. Moi, je travaille à l'international. Il y a des choses qui m'arrivent entre les mains. Vous savez, vous vous souvenez qu'une fois, j'ai empêché une chaîne de télévision locale de filmer un match à Guédiawaye, un match Guédiawaye-Diambar. J'ai été convoqué à la commission de discipline. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'à l'époque, un ami m'a appelé en me disant « Tu travailles encore dans le foot au Sénégal ?» J'ai dit « J'ai un document qui peut t'intéresser. » Je lui ai dit « C'est quoi ?» Il me dit « Mais viens me voir. » Je suis allé le voir. Il m'a donné un contrat signé par la Ligue Pro pour la vente des droits de télévision où il y avait des conditions où il touchait tant de milliers d'euros par mois, tant de oui, ils avaient ce contrat avec 2STV, c'est connu. Oui, mais ce contrat n'était pas avec 2STV. Ce contrat était avec une agence qui était hors Sénégal. Et pourtant, c'était 2STV qui filmait. Oui. Mais aujourd'hui, on en a parlé avec Adama Kandé. Au départ, il m'en a peut-être voulu. Il a su que j'avais rien contre 2S. Je dénonçais quelque chose qui n'était pas normal. Depuis lors, est-ce qu'on filme les matchs du championnat? Personne ne les filme. Ce contrat, ils sont sortis en disant oui, le contrat on l'a arrêté parce que le gars il devait nous payer, il ne nous a pas payé. Moi, je ne peux pas savoir s'ils ont été payés. Ça fait partie de plein de dossiers aujourd'hui sur lesquels je travaillais pendant des années et qu'on va ramener même avec nous au TAS. Je leur ai dit qu'à leur déclaration de guerre, je vais répondre et sincèrement, s'il y a un moment où il faudra un déballage, on le fera parce que le football n'appartient à personne. Et aujourd'hui, le football sénégalais, il est gangréné par une chose, ce qu'on appelle le fait d'être juge et parti. Vous ne pouvez pas être président de club et être président de fédération. À un moment donné, les gens pensaient que moi, je voulais être président de la fédération. C'est pour ça que quand on a créé la solution et tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je n'ai jamais fait la déclaration publiquement. J'ai fait une lettre de démission de la solution depuis quelques mois. Parce que pour moi, la solution devait réfléchir à trouver des solutions au football sénégalais. Et quand tu voyais une forfaiture dans laquelle j'étais, quand tu voyais le cas de Wakam et que la solution est restée muette, je me suis désengagé de cette structure parce que pour moi, elle ne répondait plus à ce que j'attendais de cette structure-là. Donc tous ces gens-là, mais ils me combattent. Pourquoi? Je ne sais pas. Ablaye Sow lui-même, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire quand j'étais consultant pour la FIFA pour la Côte d'Ivoire. Il est venu me voir en me disant, mais ce que tu fais pour les Ivoiriens, il va falloir que tu viennes le faire chez nous. Mais j'ai dit, mais j'ai aucun problème. Mais en
je ne sais plus, il y a quelques années, la FIFA m'a appelé en me disant, on a un projet au Sénégal de développement des capacités pour la fédération. Il me dit, ça tombe bien, tu es consultant, tu es à Dakar, on n'aura pas d'hôtel à payer, ni de billets d'avion, donc tu vas gérer le projet. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit, comment non? Je lui ai dit, ça va créer des conflits. Dès l'instant où je vais me mettre devant la fédération pour leur dire, le marketing, on doit le gérer comme ça, la communication, ça va être comme ça, la gestion des organisations, ils vont dire, mais il fait le malin. Et Augustin Senghor peut témoigner. Les gars de la FIFA m'ont dit, mais non, mais t'inquiète pas, nous on va leur expliquer. J'ai appelé Augustin pour court-circuiter en disant, président, si je me présente devant ton comité exécutif pour leur dire comment on gère le football, ils vont me fusiller parce qu'ils vont penser que je suis donneur de leçons. Parce qu'on me prend pour un donneur de leçons. Parce que vous êtes sénégalais comme eux. Parce que je ne sais pas. Mais je termine sur ça. Augustin Senghor, Augustin, au départ, n'était pas une mauvaise personne. Je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être contrôlé par des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit lui-même, mais non, mais ce serait une très bonne chose pour nous-mêmes. Je lui ai expliqué les raisons pourquoi ça ne marcherait pas. Et lui-même, à la fin, il m'a dit, tu as raison. Et finalement, je n'ai pas fait ce projet-là. C'est dommage quand même pour le Sénégal. Voilà, c'est dommage. Et ce championnat est là. Vous avez cité Ouakam, il y a le dossier Ouakam et Mbour. Et il y a également Guédiawaye Football Club. À un moment, c'était entre Guédiawaye Football Club et Casa Sport pour des litiges, des matchs à contentieux. C'était la Ligue et Casa Sport. Guédiawaye n'a jamais eu de problème avec Casa Sport. Okay. C'est l'un des clubs avec lesquels on a d'excellentes relations. Voilà. Mais voilà, on s'y perd en tout cas. Quand on nous dit que nous sommes à la 12e ou 13e journée de la Ligue 1 professionnelle du Sénégal, on ne sait pas trop. Donc on joue en même temps cette journée, la 12e, mais on joue la 7e en même temps. 7e, première journée par-ci. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, en fait, vous parliez de management. Je pense que le premier principe du management, c'est de pouvoir aujourd'hui planifier, prévoir. Et aujourd'hui, Ouakam... C'est viable ça? Ça peut être une saison pleine qui ira à terme? Ben, ça peut être une saison très compliquée. Imaginez que Guédiawaye, au mois de mai, gagne son appel au TAS et qu'on nous demande de réintégrer le championnat. Comment ils vont faire? Imaginez que GFC Pro aille en Ligue 2 et que le TAS rende sa décision au mois de juillet en disant Djamil et Diapo ont raison. Comment on fait? On revient à un championnat à 15. Ceux qui parlent, ceux qui réclament qu'on annule simplement ce championnat, ils ont raison? Moi, je pense qu'ils ont raison. Ils n'auraient peut-être pas raison si, la fédération et la ligue avaient pris le temps d'aller à Mbour, parler aux familles, parler au club de Mbour, parler au préfet, pour leur dire qu'il y a une chance infime que Ouakam puisse être réintégré et les préparer à ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu... Abdoulaye Sow a félicité Mbour. Il a félicité Mbour après avoir traité le président du stade de Mbour de quelqu'un qui a un niveau intellectuel trop bas pour comprendre certaines choses. Il l'a fait sur une chaîne de télévision. Qu'est-ce que vous attendez en retour de ça? Mais aujourd'hui, au-delà de ce problème-là, moi, la Ligue, elle ne dit pas. La Ligue a contacté Diapo il y a 2 ans pour organiser un match à haut risque au stade Demba Diop, qui est le match Casa Sport Niaritali. Et on leur a donné un plan d'organisation de match et inclus un plan sécuritaire qu'ils n'ont jamais appliqué. Je ne dis pas que s'ils avaient appliqué ce plan-là, il n'y aurait pas de problème. Mais ils avaient une base. Et le rapport de ce match qu'on a donné montre qu'il y avait déjà des problèmes à Demba Diop. Des problèmes d'ordre organisationnel. Pour gérer la capacité, parce qu'on sait très bien qu'il y a une histoire de double billetterie là-bas. Même Demba Diop, oui, double billetterie, ça on en parle depuis toujours. Que ce soit l'équipe A qui joue à Dakar ou un club, ça on en parle depuis toujours, hein, les double billetteries. Comment est-ce possible? Ben, pendant tout ce temps? C'est possible tout simplement s'il n'y a pas de contrôle. Parce que vous savez, le problème du Sénégal, c'est le masla. Moi, je vous vois faire quelque chose qui est interdit. Vous me voyez faire quelque chose qui est interdit. Alors, silence pour moi, silence pour vous, et on avance.
Et comme ça, on vit du football. Et comme ça, on vit du football et malheureusement, on sacrifie des gens. C'est ça la conséquence, c'est malheureux. Et aujourd'hui, qui vit du football? Vous avez vu un entraîneur sénégalais qui va à l'entraînement en voiture? Moi, je connais Malik Diop, en tout cas des coachs que j'ai eus. J'avais Malik Diop et Aliou Kandi qui arrivaient à l'entraînement en voiture. Tous les autres coachs que j'ai eus, ils arrivent à l'entraînement à Ndiaganiaï ou à pied. Mais les coachs des clubs de Ligue 1. Des clubs de Ligue 1. Et si je ne dis pas la vérité, appelez-moi, je suis là pour dire que vous avez des voitures. Combien de joueurs sénégalais vont à l'entraînement, même en moto? Le fruit du football doit bénéficier à tout le monde. C'est ça ma philosophie. C'est ça que je suis en train de combattre. Aujourd'hui, à Guédiawaye, on a mis en place une gestion transparente. On paye par chèque ou par virement. Quand il y a recette de match, ça va dans les caisses du club, à la banque. Et c'est ça que les gens ne veulent pas. Parce que le football, la fédération a dit que pour les intérêts supérieurs du football, il devait casser la décision. Mais je pense que c'est un écart de langage. Il voulait dire pour les intérêts supérieurs des dirigeants du football. Donc il fallait qu'il casse la décision de la chambre de recours. On va où avec ça? Oui. Il y a lieu de poser la question. Donc, on peut comprendre que ce Sénégal football ne puisse pas se qualifier au championnat d'Afrique, CHAN, ou que ce Sénégal football, quand Génération Foot passe pour le second tour de la Ligue des Champions, on parle de miracle. C'est normal alors? Oui, mais le miracle, aujourd'hui, il vient du fait que nous avons un football expatrié. Un football qui est développé par des Français, des Espagnols, des Anglais, qui préparent nos joueurs et qui arrivent, qui sont performants pour l'équipe nationale. Mais le baromètre, au fait, de notre football aujourd'hui, il est à deux niveaux. Un, c'est le CHAN. Deux, c'est les Coupes d'Afrique des clubs. Vous voyez qu'on a du mal à rentrer dans les phases de poule depuis très longtemps. Vous voyez qu'on a du mal à se qualifier au CHAN. Et on s'est fait même éliminer par la Mauritanie. Je dirais même plus même, parce que si je dis même, j'ai plus de respect pour la Mauritanie. La première fois que la Mauritanie nous a éliminés, Demba Ramata Ndiaye était coach. Et à l'époque, je travaillais sur le projet de restructuration de la Fédération de Mauritanie. J'ai dit, coach, attention, la Mauritanie tombe sur la Sierra Leone. Moi, à 100%, je connais le niveau du football. Ils vont abattre la Sierra Leone. Et si vous leur donnez un peu, ils vont vous éliminer. Mais Demba Ramata ne me croyait pas trop. Et quand ils ont été éliminés, il l'a dit, il ne savait pas ce qui se passait en Mauritanie. Comment une fédération comme la Mauritanie, qui il y a 6 ans, avait des bureaux poussiéreux, aujourd'hui est propriétaire d'un stade de football à Nouakchott, propriétaire d'un stade de football dans les régions à Nouakchott, propriétaire d'un bureau où vous pourrez mettre la Fédération sénégalaise de football dedans, et il restera de la place pour mettre encore 2 bâtiments. Appuyés quand même par la FIFA. Hein? Mais pourquoi le Sénégal n'utilise pas l'argent de la FIFA? Là, vous touchez du doigt un problème intéressant. Parce que la Mauritanie, c'est l'argent de la FIFA qu'il utilise. Pourtant, si on regarde les droits de télévision au niveau de la CAN et autres, mais le Sénégal touche ça, la Mauritanie touche ça. Parce que la Mauritanie n'a jamais été qualifiée à la CAN. Donc, cherchez l'erreur. Où est cet argent? Mais c'est ça, je parle d'opacité dans la gestion du football. En Mauritanie, vous savez que les équipes de jeunes, U17, U19, U15, les clubs ne payent pas, c'est gratuit. C'est l'argent de la FIFA. Moi, avec mes U17, U19, je paye le transport, je paye le regroupement, je paye les maillots, je paye tout. Alors que les autres en Mauritanie... Mais avec le mondial quand même, vous allez percevoir de l'argent. Non, le Sénégal s'est qualifié. Moi, ils m'ont temporairement exclu du football, donc moi, je ne touche rien. J'espère que les clubs... Vous savez, la dernière fois, j'ai eu un communiqué de la fédération en vue du mondial donner 1 million de francs CFA de subvention à chaque club professionnel. Je vous dis une chose. Quand une équipe Génération Foot va jouer en Égypte, Mbour Petite Côte va jouer au Maroc, la fédération met dans la délégation un fédéral, un membre du comité exécutif. Combien ça coûte un billet Dakar, Le Caire? Peut-être 700 000 ou 500 000. Je suis gentil, je dis 500 000. L'hôtel, le per diem de la personne, sa nourriture, vous êtes à plus de 1 million. Donc, on dépense plus d'1 million sur un fédéral
pour qu'il aille. Génération Foot a besoin de supervision. C'est l'équipe la mieux organisée du Sénégal. Vous pensez que Madi Touré a besoin on met cette brique sur le fédéral et non sur le club. Et on donne 1 million à un club professionnel qui ne lui sert même pas à aller faire un match. Si vous êtes de Guédiawaye et vous voulez faire un match à Louga, vous dépensez de 1 million. Le problème, c'est un problème d'argent. C'est un problème d'argent. Du Sénégal Football, oui. C'est un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, si demain Cristiano Ronaldo est transféré au Paris Saint-Germain, vous saurez le montant. Si un joueur d'un club X Sénégal est transféré au FC Kanyunga, je ne sais pas dans quel pays, vous ne saurez jamais le montant. Pourquoi? L'opacité. L'opacité. Ça permet de se sucrer derrière. je vous laisse dire. mais par exemple, quand Sadio Mané va au mondial, Liverpool a des dividendes. Et les clubs sénégalais, ils ont également de l'argent par rapport... C'est ça, au fait. Notre football local est malade. Il se porte mal. Donc, on n'aura pas un seul joueur au mondial qui vient du football local. Donc, Sadio Mané, effectivement, il joue pour Liverpool. Il touchera, j'ai plus le montant en tête, il touchera un montant au prorata du nombre de joueurs qui jouent dans des championnats professionnels. Il touchera un montant. Liverpool. Liverpool touchera ce montant-là. Donc nous, en tant que club, on ne gagnera rien là-dessus. Donc tout ce que les clubs peuvent espérer, c'est que la fédération puisse, avec la manne financière qui va y tomber entre les mains, mettre l'argent entre les mains. Ne pas faire comme en 2002. On espère. Mais quand on déclare, moi j'ai un ami qui est matchmaker, il organise des matchs pour les équipes nationales. La dernière fois, il a vu sur le net que le Sénégal mettait 7 milliards pour sa préparation et pour le mondial. Il m'a dit, mais demande à tes gars de me donner le marché. Moi, je leur fais tout ça pour la moitié. Je ne sais pas s'il a raison ou pas. Mais justement, le temps passe vite, mais pourquoi on préfère jouer au Maroc qu'au Sénégal pour préparer le mondial? Ça également, je n'y comprends pas grand-chose. Peut-être que vous qui êtes dans le milieu. C'est quoi? C'est plus facile de jouer au Maroc? Alors, au Sénégal? Je ne vais pas parler pour le Sénégal parce qu'après on va me demander de donner la preuve, mais je peux vous dire un truc. Vous vous souvenez de ce fameux match en Belgique que le Cameroun avait joué? Et le Cameroun est interdit, au fait, comme le Sénégal est interdit à Paris, le Cameroun est interdit en Belgique parce qu'ils avaient surfacturé. Qu'est-ce que beaucoup de pays africains font? Vous allez faire un match à Paris ou en Belgique ou au Maroc. La location du stade, vous prenez un agent, vous dites je prends M. Silla, il est matchmaker, il me fait le match. Le stade, on le loue à 5 000, tout le monde sait. Mais vous allez facturer 20 000. L'hôtel coûte 30 € la nuit. Vous allez facturer à 300 € la nuit. Et donc, vous allez venir donner une facture de 500 000 € au lieu de ramener une facture de 200 000 €. Et c'est ça ce que beaucoup de fédérations font. Qui ne sont pas sérieuses en tout cas. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le Sénégal est interdit de... Non, je pense que l'interdiction, en tout cas, je pense que, officiellement, je ne connais pas les raisons, mais je pense que les raisons de l'interdiction du Sénégal. Aux incidents, je pense. Aux incidents. Bah, je pense, hein. Je ne suis pas sûr, je ne vais pas m'amuser à dire des choses que je ne sais pas. Mais, moi, je connais quelqu'un qui était à l'hôtel pour le match à Londres, qui n'est pas sénégalais, qui m'a dit... l'histoire que l'hôtel n'était pas payé et qu'il y a un joueur qui est venu donner sa carte et après ils l'ont nié, il m'a dit j'étais là, c'était vrai. C'est indigne d'un pays comme le Sénégal qui va en Coupe du Monde. Et c'est là où aujourd'hui j'ai un peu mal parce que le football est une délégation de pouvoir de l'État. Nous avons un ministre des Sports qui est délégataire de pouvoir et il devrait aujourd'hui taper sur la table pour demander des comptes. Oui, malheureusement c'est politique également le football. Le régime a besoin d'un Sénégal football au mondial. C'est à la limite un palliatif pour le Sénégal social. Donc, on ferme les yeux sur pas mal de choses. L'essentiel, c'est de participer au mondial, non? L'essentiel, c'est de participer. Mais dans les Jeux Olympiques, le motto, c'était l'essentiel, c'est de participer. Mais de participer en respectant les règles. En respectant les règles. Donc, Djamil Faye de Diapo-SA, merci encore une fois. Merci à vous et en tout cas toutes mes félicitations pour
cette belle émission que j'ai du mal à regarder parce que souvent je rate l'opportunité, mais bon, je continue à... Elle n'a jamais été aussi courte hein, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Merci à Djamil Faye, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la vérité. À dimanche, Inch'Allah.